Bonsoir, c'est la rentrée et nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Ce soir, nous recevons un homme politique centrafricain, Jean-Serge Bokassa, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, coordonnateur du mouvement KTMKS et porte-parole du Front Uni pour la défense de la nation. Jean-Serge Bokassa est actuellement candidat aux prochaines élections présidentielles de 2020. Qu'a-t-il à proposer pour pacifier la Centrafrique ? Et les conditions sont-elles réellement réunies pour la conduite de ces élections ? Nous avons hâte d'en savoir plus. Rencontre. Bonsoir et merci d'être parmi nous. On ne peut débuter l'émission sans rappeler que votre père était président de la République de la Centrafrique, l'empereur Bokassa, et que vous êtes vous-même candidat aux élections présidentielles qui auront lieu en décembre 2020. Il n'est jamais évident d'être le fils d'eux. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui changera avec vous ? Je pense que j'appartiens tout simplement à une génération qui porte des valeurs qui ne sont pas certainement les mêmes que celles que lui il avait, celles de son époque. C'est vrai que nous avons des valeurs qui sont des valeurs éducatives, nous avons des valeurs en tant que centrafricains au travers desquelles on se reconnaît, mais il avait son époque, le contexte n'étant pas le même. Moi aujourd'hui, je veux dire, j'arpente un peu tout cela au travers d'élections que lui n'a strictement pas connues. C'est déjà des éléments qui montrent que nous ne sommes pas à la même époque. On n'est pas confronté, on n'évolue pas dans le même modèle politique. Le sien était complètement différent. Tant il est vrai qu'à son époque, il faut reconnaître que le contexte était particulier dans tous les États francophones d'Afrique, puisque les chefs d'État de l'époque, dans la plupart des cas, le mode d'accession ne reposait pas sur des élections libres et transparentes. C'était soit des coups d'État constitutionnels, ou des coups d'État tout court. Mais nous, aujourd'hui, on appartient à une génération qui, je pense, voyons les choses différemment. Et comme on dit, une famille, un nom, ça ne se choisit pas. Mais ça s'assume. Et je pense que m'appeler Jean-Serge Bokassa, je l'ai toujours assumé, je continuerai de le faire. Et je pense être un citoyen centrafricain au même titre que tous les autres. Donc je jouis de mes droits. Quel est votre plan pour changer la Centrafrique ? Vous savez, j'appartiens à un mouvement politique qui a été créé en 2013. Un mouvement qui se veut être une espèce de plateforme de concertation politique et d'engagement citoyen. Et cette plateforme est née de l'observation du chaos. Lorsque nous avons vu la Séléka arriver, nous avons assisté aux pires exactions que j'ai vues de ma vie. Je n'ai jamais pensé pouvoir vivre pareille chose. Et donc, la notion de la dignité est au cœur de nos préoccupations. On se rêve de voir un Centrafrique digne, un peuple digne, une société digne. Et pour y arriver, aujourd'hui, nous passerons inéluctablement par des mécanismes de réconciliation à l'échelle nationale. Je pense qu'aujourd'hui nous avons un peu échoué parce que quand vous prenez l'accord de Khartoum par exemple, il dit dans son premier paragraphe le gouvernement et les groupes armés sont les parties prenantes à cet accord. Donc quelles que soient les signatures que vous avez au bas de la page ou à la fin de cet accord-là, il n'en reste pas moins que l'accord est circonscrit entre deux acteurs, c'est le gouvernement et les groupes armés. Je n'appelle pas ça une dynamique inclusive. Je crois qu'aujourd'hui, le Centrafrique, après tout ce qu'il a traversé, a besoin de se réconcilier avec lui, avec son histoire. Quand vous prenez l'histoire de la République centrafricaine, elle a quelque chose d'atypique, c'est qu'elle est faite d'instabilité constante. On a l'impression de revenir toujours à la case départ. Nous n'avons pas su faire les deuils de certaines tragédies que nous avons vécues. On a souvent fait un gâchis de certains événements, de certaines opportunités, de certaines occasions, l'occasion de se réconcilier, de se mettre ensemble, de rebâtir ce qui a été détruit. Mais c'est un problème de leadership ? Et fondamentalement, lorsque nous n'avons pas un leadership efficace, lorsque le leadership est orienté sur des intérêts qui sont trop catégoriels, trop personnels, mais on est confronté à des problèmes de gouvernance importants qui font justement qu'on assiste à une très mauvaise répartition éventuellement des ressources, à des inégalités qui sont structurées,
à des régimes qui se construisent sur la souffrance de tout un peuple, au détriment d'ailleurs de celui-ci. Et donc, ce n'est pas tant les groupes armés qui posent problème. Les groupes armés, aujourd'hui, ne sont que le reflet de nos errements, de nos erreurs, de notre absence de vision. Pourquoi les Russes se sont installés dans votre pays ? Vous savez, je ne sais pas si on peut parler de la Russie en tant que telle, comme étant présente en Centrafrique. J'ai du mal à... Valéry Zakharov est-il le conseiller du président Touadéra en matière de sécurité ? Il est conseiller, mais est-ce que vous savez comment apprécier aujourd'hui des rapports bilatéraux entre des États ? Quels sont les mécanismes conventionnels qui pourraient nous permettre aujourd'hui d'apprécier ces rapports-là ? Je pense que ça s'apprécie au travers des instruments qui sont utilisés justement pour sceller éventuellement des rapports entre deux États. Nous avons des accords, des protocoles d'accord, nous pouvons avoir des documents juridiques de cette nature-là. Les affaires étrangères jouent généralement un rôle prépondérant. Dans notre cas, l'Assemblée nationale se devait de jouer un rôle prépondérant, rôle qu'elle n'a pas joué. Comment apprécier les rapports centrafricano-russes à l'heure d'aujourd'hui ? Comment pouvoir dire que c'est la Russie qui est à nos côtés ? N'est-ce pas là juste une société... Mais les instructeurs russes sont bien présents. Alors ils se sont installés dans l'ancien palais de votre père. C'est l'unique élément qui me permet aujourd'hui de penser que oui, c'est-à-dire que le côté formel d'une coopération avec la Russie, pour moi, ne s'exprime qu'au travers de la présence de ces instructeurs-là. Voilà la partie formelle, celle que l'on peut voir, que l'on peut apprécier. Nous avons quelques instructeurs qui sont là et qui forment et qui recyclent éventuellement les FACA, l'armée centrafricaine. À côté de cela, derrière cela, on va même dire, vous avez des sociétés privées. Comme Wagner ? Comme Wagner éventuellement, comme Sewa ou comme Lobai Investissement. Et ce sont des sociétés dont on ne connaît pas l'étendue de leur cahier de charges, on ne sait pas ce qu'on leur a confié. On ne sait pas exactement ce qu'ils font, ça échappe à tout contrôle. Où en est l'état de droit et la transparence gouvernementale en Centrafrique ? Justement, le problème de gouvernance se pose. Vous savez, lorsque certaines personnes ont besoin justement d'opacité pour pouvoir évoluer, ça veut dire qu'ils ont des choses à cacher. Ça veut dire que, pour moi, la transparence... Donc vous n'avez pas de mainmise sur les contrats signés, vous n'avez pas accès aux contrats signés entre les instances privées russes ? Ce que nous savons, c'est que nous avons à peu près, qu'il y a à peu près de 100 contrats qui ont été, plus de 100 contrats permis, qui ont été octroyés à des groupes et à des individus, sans que cela ne puisse passer par l'Assemblée nationale. Je pense qu'on assiste là quand même à des dérives qui sont importantes. Et ce qui est frappant, c'est que confronté à... Ce sont des faits. Ce sont des faits aujourd'hui que l'on déplore, qui sont connus de plusieurs. Et cette accommodation d'une certaine communauté internationale qui me semble fermer les yeux sur ces faits qui sont extrêmement graves, d'autant plus que nous savons que les institutions, dans le contexte actuel, sont complètement instrumentalisées, complètement phagocytées. Elles ne sont plus à mesure de jouer leur rôle. Nous avons assisté il n'y a pas très longtemps à une crise presque institutionnelle entre la Cour constitutionnelle qui s'est invitée à vouloir réécrire la loi à la place de l'Assemblée nationale, et ce, à la demande éventuellement du chef de l'État. Vous voyez, donc, je pense que... Donc un État de droit défaillant ? Complètement défaillant, je dirais complètement inexistant. Et c'est le fait de désapprouver tout cela qui vous a valu d'être limogé le 14 avril 2018 ? Alors, je pense que la perception de mon départ au gouvernement fait l'objet de beaucoup d'interprétations. Je me suis volontairement, peut-être dans des formes qui n'ont pas permis à certains d'en avoir la pleine lecture, mais je me suis volontairement désolidarisé du gouvernement, pas simplement à cause des événements de Berengo, où nous avons vu les Russes y être installés sans le consentement préalable de la famille, en sachant que Berengo renferme quand même la sépulture de l'autre défunt père et celle des membres de ma famille. Là n'était pas le problème, puisque malgré tout cela, nous avons exprimé, nous avons, je l'ai dit moi plusieurs fois, et mes frères et sœurs qui se sont autorisés aussi à parler et à dire ce qu'ils pensaient, ont clairement dit qu'ils n'étaient pas contre la présence russe. Nous étions contre la manière avec laquelle cela s'est fait, le mépris avec lequel cela s'est fait. Je pense que parce que dans le discours du chef de l'État,
il mettait en avant le respect qu'il porte à la mémoire de Jean Bedel Bokassa. Mais Jean Bedel Bokassa, bien que mort, a des représentants. Vous ne pouvez pas imposer dans les lieux où il repose de son dernier repos une présence étrangère sans pouvoir avoir un minimum de concertation avec la famille. Donc la forme des choses n'a pas été bien faite et nous avons assisté à des gesticulations qui nous ont beaucoup peinés, qui nous ont beaucoup frustrés. On aurait pu faire économie de tout cela. Notre famille a été encore une fois instrumentalisée au point de presque vouloir la diviser. Alors pour moi, un homme qui vient dans un contexte de crise comme celui que nous connaissons en République centrafricaine, qui a pour mission première de rétablir la sécurité, qui a pour mission première de réconcilier le Centrafricain, et pour le faire donc de les rassembler, ne peut pas se permettre de diviser comme il le fait. Il y a 3 fois moins de violence depuis que les Russes sont présents en Centrafrique. C'est vous qui le dites, je ne sais pas, j'ai écouté, j'ai entendu cela venant éventuellement de, je crois que c'est éventuellement les Nations Unies qui l'ont évoqué, mais ces mêmes Nations Unies disaient quelques semaines plus tôt qu'ils enregistraient plus de 50 à 70 violations de l'accord de Khartoum par semaine. Oui, il y a eu la levée partielle aussi de l'embargo sur les armes. Alors, à partir du moment où on nous dit qu'il y a près de 50 à 70 cas de violation des accords de Khartoum par semaine, comment comprendre qu'on veuille nous dire ou nous faire croire par la même occasion qu'il y a moins de violence? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Et l'autre aspect, mais écoutez, ça dépend d'où on se situe. Qu'est-ce que je propose Vous êtes candidat aux prochaines élections présidentielles. En tant que simple citoyen, en tant que candidat, oui, ou ce que l'on propose en nous mettant à la place du chef de l'État, en nous disant voilà ce que l'on aurait éventuellement pu faire. Moi je pense que les premières préoccupations qui sont les nôtres sont des préoccupations d'ordre sécuritaire. Concomitamment à cela, je pense qu'il faut vraiment que le Centrafricain, il faut créer les conditions d'une véritable réconciliation. Quelle est la force de l'armée centrafricaine aujourd'hui? L'armée centrafricaine est-elle en capacité d'intervenir seule, sans aide internationale, sans la MINUSCA, sans les Russes? Je pense qu'il faut premièrement, comme je le disais, apporter des réponses aux questions sécuritaires. Les questions sécuritaires, le contexte sécuritaire tel que nous l'avons connu en 2015-2016, après les élections, n'est plus le même qu'aujourd'hui. Quand on est arrivé, nous n'avions pas autant de groupes armés. Comment se fait-il que pendant tout le temps que nous étions aux affaires, éventuellement, parce qu'en 2016, nous avons soutenu le président Touadéra, qui avait dans son projet de société les questions de sécurité en priorité, on s'est plutôt retrouvé à écouter un discours qui portait des questions d'ordre économique en priorité. Comment relancer l'économie d'un pays dans un contexte de crise sécuritaire comme c'est le cas en République centrafricaine? Je n'arrive pas à comprendre cette équation-là. Il faudrait peut-être que le mathématicien qu'est le président me l'explique. Je trouve cela assez contradictoire. Deuxième, donc, des questions sécuritaires à 2 niveaux simplement. Pour moi, c'est la dimension conjoncturelle de la crise. C'est-à-dire qu'il y a des cas d'exaction quotidiens, il faut pouvoir les juguler, il faut pouvoir les maîtriser. Je pense que, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve notre armée aujourd'hui, les Nations Unies, et dans tous les cas la communauté internationale, celle qui a la gestion de la situation sécuritaire, celle qui a le lead des questions sécuritaires, ce sont les Nations Unies au travers de la MINUSCA. Aujourd'hui, la vraie question, et ça on revient encore au leadership, comment faire pour utiliser justement l'aide qui nous est apportée plus efficacement? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va s'en passer du jour au lendemain, vous le relevez à suffisance, l'armée étant ce qu'elle est aujourd'hui, on ne va pas pouvoir, du jour au lendemain, nous appuyer sur une stratégie purement nationale pour relever ce genre de défi-là. Mais nous avons la MINUSCA. Il faut l'insérer dans notre approche comme étant un atout hautement stratégique. Nous avons également les pays voisins. Le Tchad, le Soudan, le Cameroun, qui peuvent faire partie du problème centrafricain si on n'y prend pas garde, peuvent être également une solution à la crise centrafricaine. Mais je ne pense pas qu'il y ait une diplomatie qui soit orientée vers un tel objectif. La preuve, on a vu... Ce sera l'une de vos propositions. Si vous étiez demain ça va, bien sûr, ça va être une priorité que faire appel aux forces de la sous-région vers les pays voisins, les forces de la sous-région. Excusez-moi de vous couper. Vous avez créé un outil de veille démocratique, la plateforme Ezingobiani, Front Uni pour la défense de la nation, pour lutter contre la recrudescence des violences des groupes armés dans l'arrière-pays. Est-ce que vous avez relevé suffisamment de commentaires pour construire la Centrafrique de demain?
Oui, mais bien sûr, mais vous savez... Au-delà des propositions de collaborer avec la sous-région. Izingo Biani est le fruit de la création d'un ensemble de citoyens, de concitoyens, de patriotes, éventuellement la société civile en fait partie. Certains candidats également. D'ailleurs, il faut relever que la société civile était à l'initiative de la création de Izingo Biani. Donc, ils nous ont fait appel, étant donné qu'ils savaient que dans notre combat quotidien, nous partagions complètement le constat d'une catastrophe et que nous menions chacun un peu cette espèce de résistance pacifique à notre niveau, ces dénonciations à notre niveau, il était important de se mettre ensemble. Cette plateforme est-elle utile ? Je pense qu'elle est très utile. Ça doit être, pour nous, Centrafricains, la possibilité d'expérimenter une action de solidarité transcendant les clivages, nous emmenons à... Vous savez, on se retrouve pas forcément avec... on se retrouve parfois avec des entités avec lesquelles on ne se sent pas toujours très à l'aise, pour mille et une raisons. Mais je crois, quand moi je vois des compatriotes comme Doleguele souscrire à Izingo Biani, quand je vois des compatriotes comme Karim Mekassoua souscrire à Izingo Biani... C'est que vous avez finalement presque tous une vision commune, celle de lutter contre les groupes armés ? Non, c'est le constat d'un échec à plusieurs niveaux. Ce n'est pas simplement les groupes armés. Nous ne luttons pas contre les groupes armés, nous ne faisons que dénoncer les dérives d'un régime. Vous avez parlé justement d'une veille démocratique. Nous dénonçons des dérives. Nous dénonçons une tendance totalitaire. Et nous pensons que si personne ne réagit, à partir du moment où dans ce contexte-là, les institutions aujourd'hui n'existent que de par leur ombre, j'allais dire, ne sont que l'ombre d'elles-mêmes, comment aujourd'hui assister, si on se veut être responsable politique, à cette dérive sans en dire un mot ? Avez-vous tenté de dialoguer avec le président Touadéra ? Je pense que des démarches ont été prises pour lui faire entendre notre son de cloche, pour lui faire entendre que les accords de Khartoum, selon nous, ne nous apportent pas la paix. Sous l'égide de l'Union africaine. Sous l'égide de l'Union africaine, ne nous apportent pas la paix. Nous sommes en droit d'avoir une approche contradictoire. Vous ne pouvez pas... C'est l'accord de trop ? Pardon ? C'est l'accord de trop pour vous ? Je pense personnellement que nous avons vraiment péché dans la forme. Je pense que ce processus n'a pas été inclusif. J'ai noté l'absence du président Idriss Déby à Khartoum. J'ai noté l'absence du président Denis Sassou Nguesso à Khartoum. Mais ce sont pourtant des personnalités qui me semblent être clés pour ce qui est, dans tous les cas, des résolutions... Pour bien comprendre, l'une de vos solutions pour pacifier la Centrafrique, c'est d'une part d'associer les forces de la sous-région. Je ne pense pas que la résolution de la crise centrafricaine passe par une solution et éventuellement une solution miracle. Je pense qu'il faut tout simplement avoir un ensemble de solutions et qui soient cohérentes et respectueuses du modèle auquel on a souscrit. Nous avons souscrit un modèle démocratique. Je pense que nous avons un ordre républicain que nous devons défendre. Nous avons des valeurs à défendre. Il est hors de question de consacrer une impunité et éventuellement sans que celle-ci ne puisse même apporter de solution. C'est pas conséquent. On a besoin d'un homme d'État, de quelqu'un qui ne viendra pas pour simplement penser aux élections futures, mais sera prêt à consentir à tous les sacrifices qu'il faut, quitte à ne pas se représenter, mais que ces sacrifices au moins puissent permettre que des fondations solides soient posées, de façon à ce que ceux qui viennent demain puissent bâtir dessus. Bon, le président Touadéra est candidat à sa propre réélection. L'une de ses erreurs, c'est justement d'avoir, au lendemain de son élection, pensé aux élections futures. Le peuple ne l'attendait pas là. Le peuple... Vous pensez qu'il ne pense pas à son peuple ? Vous savez, il le fait en politicien. C'est-à-dire qu'il regarde le peuple comme étant un électeur. Moi, je regarde aujourd'hui le peuple centrafricain comme étant un citoyen sacrifié qui a besoin d'exemples, de modèles pour pouvoir s'en sortir. Et le modèle, pour moi, je pense que c'est un modèle qui doit aller à un niveau de sacrifice assez élevé. Et je pense que beaucoup n'ont pas été... Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, pendant la crise en Centrafrique, en 2013, je suis resté en Centrafrique. J'ai vu beaucoup de leaders fuir, se cacher. Ceux qui avaient la possibilité de prendre l'avion l'ont fait. Mais non seulement nous sommes restés en Centrafrique, mais nous ne sommes pas restés indifférents face à certains massacres auxquels nous assistions. Au départ, de façon impuissante. On est resté d'ailleurs impuissant face à la puissance de feu qu'il y avait en face de nous. Mais à un moment donné, vous savez, moi c'est mon pays.
Je ne me vois pas vivre en exil, je ne me vois pas, c'est mon pays, j'y resterai, j'y mourrai éventuellement. Je ne sais pas de quoi sont faits nos lendemains, mais je pense qu'on a besoin justement aujourd'hui que des leaders politiques soient prêts, pas simplement à faire de beaux discours, mais à se donner en sacrifice pour leur peuple, de façon à ce que, quels que soient les dangers qu'il y a en face, qu'ils soient prêts à prendre les décisions qu'il faut, quel que soit ce que ça peut coûter. Et vous êtes prêts ? Je pense que oui, je pense que si dans ces moments difficiles on a été près de nos concitoyens, c'est pas aujourd'hui qu'on va tourner le dos. Vous êtes prêt à ne plus vous appartenir et appartenir au peuple centrafricain ? Vous savez, j'aurais pu y laisser ma vie si je suis encore en vie aujourd'hui après tout ce que j'ai vécu en terre centrafricaine. Je ne le dois pas forcément à mes efforts, hein. Donc j'aurais pu y laisser ma vie. Si j'y avais laissé ma vie, que seraient mes ambitions ? Que seraient mes ambitions ? Elles n'auraient pas de sens. Ce n'est pas mon fantôme qui viendra demain se présenter aux élections. Donc je pense avoir franchi un Rubicon, je ne ferai plus marche arrière. J'aimerais parler du rapport de la Cour des comptes qui révèle l'existence de nombreux dysfonctionnements entre juin 2016 et septembre 2018, qui blanchit totalement Abdoul Karim Mekassoua, l'ancien président de l'Assemblée nationale, victime, comme il le dit lui-même, d'un putsch, d'accusations mensongères qui lui ont coûté sa destitution et au passage un empoisonnement d'après les rapports de l'hôpital Cochin. Que pensez-vous de ce rapport de la Cour des comptes ? Écoutez, ce rapport, je pense qu'il est suffisamment éloquent. Je crois que, comme vous le relevez ici, on se rend bien compte, mais ça je le savais, ça, quand on assistait à la destitution de Karim Mekassoua, nous avons vécu, moi personnellement j'ai très mal vécu cet épisode-là, parce que, encore une fois, je reviens sur des questions de cohérence. Sur des questions de cohérence. On ne peut pas construire la paix, parler de réconciliation, de rassemblement, tout en divisant les compatriotes les uns vis-à-vis des autres. Karim Mekassoua n'est pas méconnu du paysage politique centrafricain. Nous connaissons le poids de ce compatriote, nous connaissons les services qu'il a rendus à la nation. Il l'a servi de nombreuses fois, à des niveaux de responsabilité très très élevés. L'humiliation qu'ils lui ont fait subir est révélateur de ce qu'ils sont eux-mêmes. Quand vous dites « ils », vous parlez de qui ? Le régime en place, le président Touadéra. C'est révélateur de ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est révélateur de leur malhonnêteté. C'est révélateur de la vision qu'ils ont finalement de notre pays, de ce qu'il faut en faire. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ils l'ont fait. Ça ne sert pas à la cause nationale. Ça sert la cause d'un régime, ça ne sert pas à la cause nationale. Ça a été des règlements de compte de très bas étage. Et je le regrette, je le déplore. Je l'ai dit d'ailleurs sur les ondes de nombreuses fois. Je pense qu'on pouvait faire économie encore une fois de tout cela. Vous savez, finalement, en République centrafricaine, ce qui fait le plus mal, c'est finalement l'histoire d'opportunités ratées. Parce que derrière chaque destruction, derrière chaque événement tragique, il y avait pour nous la possibilité de créer les conditions d'une renaissance. On est toujours passé à côté des rendez-vous de l'histoire. Et je pense qu'en 2016, les élections de 2016 étaient quand même appelées des élections de sortie de crise. C'était des élections de sortie de crise. Donc je crois que tous les candidats qui se sont engagés dans ces élections-là avaient conscience de la situation du pays. Plus encore le président Touadéra, qui sortait de 5 années de gestion des choses publiques à un niveau de responsabilité très élevé. Il a quand même été Premier ministre 5 ans. Donc tous ces éléments-là, rassemblés ensemble, ne me permettent pas de lui trouver des circonstances atténuantes ou de faire preuve de mansuétude à son endroit. Les conditions sont-elles réunies pour la tenue de ces élections ? Je pense qu'en 2016, elles n'étaient pas moins. Je ne sais pas si dans le fond il existe, même dans les vieilles démocraties, des élections qui soient totalement parfaites, mais il faut tendre vers la perfection. Et pour finir, c'est la tradition de l'émission. Quelle est la citation qui vous décrit le mieux ? J'ai le temps de réfléchir. Oui. Combien de temps ? Alors, je pense à une citation de Frantz Fanon, qui dit, alors je vais essayer de la reprendre le plus fidèlement possible, qui dit « Dans une relative opacité, une génération a le choix entre trahir ou s'accomplir, ou remplir sa mission. » Et en ce qui me concerne, je ne pense pas avoir fait le choix de la trahison. Voilà les mots forts de la fin. Nous vous remercions pour l'interview. Je vous en prie. Et on se retrouve mardi prochain à 19h sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci.